Mais malheureusement, on se rabat vers l'histoire de Darul Yahkam parce qu'il n'y avait pas de capacité financière. Donc, on a assuré des projets sans sans qu'on ferme la boucle. Aujourd'hui, Munich Re, Partner Re, Suisse Re, ce sont des grands réassureurs qui offrent des capacités de réassurance puisqu'ils ont leur window Ritakafur. Donc aujourd'hui, il y a une solution sur le marché d'assurance. Après, je termine par un point qui est très très important, permettez-moi de rajouter 2 minutes, c'est l'innovation. Alors s'il vous plaît, alors moi je le dis et je suis très convaincu de ce que je dis, donc les produits Takaful ne doivent pas seulement traiter des questions théologiques. Parce que là, si nous parlons seulement à notre communauté de consommateurs, c'est des produits halal ou non halal, et qu'on néglige l'innovation, de l'analyse de la demande pour comprendre exactement quels sont les besoins de notre consommateur dans le détail près, donc c'est un système qui risque de refaire les mêmes échecs qu'a connus dans d'autres pays, malheureusement. Donc nous devrions être aujourd'hui capables, nous avons l'intelligence qu'il faut, nous avons des gens spécialistes autour de ce secteur, nous devrions comprendre et faire un retour d'expérience des autres pays et pour monter un vrai marché d'assurance islamique qui sera complémentaire au marché conventionnel. Juste une petite question. Yazid, de par son profil de fiscaliste, il pourra nous éclairer par rapport à un point très important concernant un peu l'aménagement fiscal de ces produits. Est-ce qu'on peut opter pour le système d'exonération aux règles de système universel qui consiste en l'introduction de taux réduits ou d'abattement? Donc on a taux réduit et abattement dans le système universel, ou bien on continuera sur le système actuel, on exonère des produits, on impose d'autres produits, etc. Enfin, le sujet de l'exonération ou des abattements, etc., en fait, ça c'est du domaine purement du législateur, en fait. Ça dépend de ce qu'il veut, l'orientation qu'il veut donner. Est-ce qu'on veut, disons, faire développer plus rapidement la finance islamique dans sa globalité, donc à partir de là on peut aller vers des exonérations, mais je pense que l'idée essentielle c'est d'aller vers ce qu'on appelle vers le respect de l'équité fiscale, c'est-à-dire un traitement identique qui ne soit pas, en fait, on ne va pas avoir un traitement qui soit destiné uniquement aux produits islamiques et d'autres produits classiques. Donc c'est de voir et de laisser après l'attractivité qui sera exercée sur un autre plan, c'est de relancer sur le plan marketing de l'offre, etc. Donc après, ça sera une question de concurrence et l'utilisateur aura tout à fait le choix de choisir entre les produits qu'il juge les plus intéressants pour lui. Donc je pense qu'il faut aller dans cet aspect-là. Bien sûr, si par exemple il y a le double point de la double taxation, il est clair que c'est pénalisant. Donc c'est d'aller vers l'équité fiscale. Et d'ailleurs, si vous connaissez très bien le sujet, c'est que en termes de fiscalité, il est prohibé par exemple une double taxation sur la même, par exemple, matière d'IBS, d'IRG, etc. Donc il faut s'inscrire dans cette logique-là pour ne pas léser ni l'un ni l'autre par rapport à ces aspects. Oui, bon, pour les histoires fiscales, donc le principe cardinal c'est l'équité fiscale. Donc la finance islamique n'a pas besoin d'être privilégiée, mais elle ne veut pas être pénalisée. Donc sur le même pied d'égalité, le reste c'est la qualité de service et la conviction personnelle du client. Mais j'aimerais bien revenir sur l'histoire de la formation et le développement de la finance islamique. Parce que dès qu'on lance le processus, les besoins vont devenir importants et les demandes vont être crescendo. Parce que actuellement, on se contente un petit peu d'une formation sur les grands principes. Donc, en ce qui concerne la banque, donc les contrats classiques, les contrats traditionnels qui sont utilisés avec la clientèle. En ce qui concerne l'assurance, le modèle Tekeful globalement. Mais si les choses vont se développer, il y a un problème qui va se poser. Je prends l'exemple de l'assurance. Si demain la bourse, il va y avoir beaucoup d'entreprises cotées, et quelles seraient les entreprises sur lesquelles un opérateur Tekeful peut investir? Parce qu'à ce niveau-là, il y a aussi des questions chériatiques qui vont se poser. Certaines activités
sont prohibées, donc on ne doit pas investir. Certaines activités ont uniquement un petit volet qui est considéré comme illicite, à quel niveau il est accepté, à quel niveau il n'est pas accepté. Donc nous avons besoin aussi à ce niveau-là de personnes qualifiées qui maîtrisent parfaitement l'aspect chériatique et qui maîtrisent parfaitement le côté purement financier. Ça, ce n'est qu'un exemple. Un autre niveau aussi de besoin sur le plan de la supervision. Vous posez la question il faut une autorité, c'est une autorité qui met tous les marchés du monde. Il faut qu'il y ait une autorité de régulation qui doit veiller d'une part à défendre les petits investisseurs pour les banques et les assurés pour les assureurs, et la défense des intérêts des assureurs ou des banques. Donc c'est elle qui est l'autorité en la matière, et par voie de conséquence, c'est elle qui va trancher certains choix, et c'est elle qui va veiller à l'application de ce que va stipuler la réglementation. Parce qu'on peut prétendre être une banque islamique, on peut prétendre être une société islamique, mais au niveau de la pratique, les choses peuvent évoluer autrement. Les expériences dans les autres pays ont prouvé. Combien même il y a parfois des charia à bord, mais la nature humaine est la même. Certains charia à bord peuvent être influencés, y compris par les bailleurs de fonds. Et certaines questions d'éthique et de respect de la réglementation risquent de se poser. Donc c'est pour ça que l'autorité doit être indépendante, doit être une autorité suprême qui va un petit peu baliser les autres aspects. Donc à ce niveau-là, nous avons besoin de cadres qui doivent travailler au sein de l'autorité de régulation, qui doivent maîtriser parfaitement le côté finance islamique, banque ou marché des capitaux ou bien assurance, et tous les volets techniques. Il y a aussi le besoin que ces autorités adhèrent au niveau des institutions internationales pour qu'ils puissent être au courant de ce qui se fait sur le plan international, de contribuer, d'apporter notre contribution au niveau de ces institutions afin que le marché algérien peut tirer le meilleur profit de travail qui est fait par ces institutions. Et je termine, donc globalement pour moi, la plus importante recommandation à faire, c'est que le système est un système complet. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup d'initiatives privées isolées. Il y a lieu de regrouper toutes ces initiatives-là, et les pouvoirs publics doivent être impliqués de plus en plus, parce qu'en réalité, ce sont les pouvoirs publics qui vont valider le projet, ce sont eux qui auront la responsabilité de le mettre en place sous forme de réglementation. Très bien dit, donc on aura besoin d'espaces comme ça, sécurisés par les pouvoirs publics, là où on assurera la cohérence des procédures, des systèmes, etc. Donc je passe rapidement, on ouvre le débat. Donc vous avez un certain nombre de questions à poser au panel, et on est là pour les poser. Madame Lydia Gaziz, 22e promo, parrainée par la BEA. Actuellement, je suis enseignante-chercheur à l'Université Mouloud Malouid de Tizi-Ouzou. Je m'adresse avec ma première question à M. Benabia. Vous avez soulevé tout à l'heure un chiffre important en disant que 60% d'une étude que vous avez menée sont prêts à opter pour des produits islamiques par simple conviction. Ma question est la suivante. Votre objectif, ou bien l'objectif de la finance islamique en Algérie d'une façon générale, est-ce que c'est de satisfaire uniquement ce marché déjà identifié, ou bien c'est d'être compétitif en termes qualité-prix pour essayer de capter une clientèle potentielle de notre segment qui n'a pas ou qui manque de conviction? Okay, merci. Je peux répondre ou bien... Je ne sais pas comment vous allez organiser le débat. Est-ce que vous allez d'abord... La deuxième question, c'est à M. Haïdar. Ça ne concerne pas les produits ou bien la finance islamique, mais les banques islamiques en tant qu'entité. Une banque islamique, par définition, est soumise au strict principe de la charia. Et de par mes recherches, je découvre qu'elles sont aussi soumises au principe, plutôt à la réglementation prudentielle. Et je conclus que ces banques, elles se retrouvent pénalisées ou bien lésées par rapport aux autres banques conventionnelles. Ma première question, bien la partie de ma question, la première partie de ma question est la suivante.
D'abord, est-ce que vous partagez mon avis? Ensuite, si c'est le cas, est-ce que vous avez présenté des allègements aux autorités prudentielles en allant dans ce sens? Et merci. Merci pour l'invitation et merci de nous avoir donné la chance de s'exprimer sérieusement sur des questions de fond. Ça, c'est extrêmement important. Et j'invite, et j'en fais partie, puisque je suis de la 11e promo de l'IFI, j'invite les amis de l'IFI d'encourager et de faire en sorte que ce genre de rencontre soit renouvelé assez souvent durant l'année. Parce qu'on manque évidemment d'un espace d'échange et de réflexion autour des questions aussi importantes que celles que nous examinons aujourd'hui. Je reviens à ma question, je reviens à la question de ce matin-là, parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas bien saisi. Quand je parle de la demande, j'entends et maîtrise la demande d'une manière scientifique. Alors, je ne peux pas investir sur des chiffres comme ça, ou parce que le journal a dit ceci. Moi, en tant qu'investisseur, dans le domaine qui nous intéresse, en l'occurrence le domaine des assurances, j'investis quand je suis quasiment certain sur le segment sur lequel je veux positionner et je déroulerai tout le programme stratégique, etc., etc. Donc la demande, telle que je l'entends, est une demande analysée de manière scientifique. Comme l'offre que vous venez de présenter, c'est une offre qui tient compte des aspects à la fois techniques, financiers, éthiques, etc., religieux, etc. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce que nous faisons aujourd'hui en termes d'offres, il faut qu'on le fasse pour la demande. Sinon, moi en tant qu'investisseur, et ceux qui pourraient être demain intéressés par ce genre d'innovation, vont être sceptiques. Il faut qu'on leur montre qu'en Algérie, en segmentant, en analysant le profil du consommateur, en analysant les choses, les revenus des ménages, tout cela, on arrive à déterminer une demande sérieusement, qu'on pourrait sérieusement capter. Ça, pour la demande, je ferme la parenthèse de ce matin. Maintenant, en entendant les collègues, moi, franchement, je dis, c'est une très très bonne chose, à condition qu'on enlève les choses de connotation religieuse, etc., au produit. L'idéal pour nous, en tant qu'Algériens, c'est qu'on présente une demande qui répond à la charia sans le dire, on n'a pas besoin de le dire. C'est une innovation. On va présenter aux consommateurs algériens, qu'il soit à cotation religieuse ou pas, il va choisir. On va trouver quelqu'un qui n'est pas très religieux, qui ne s'intéresse pas très à ces questions en algérien, qui va choisir le produit islamique, parce qu'il le trouve intéressant. Et le contraire également peut arriver. Donc en termes de présentation de la chose, parce que le risque ici, c'est qu'on peut créer des choses extrêmement difficiles, extrêmement pénibles pour le pays. On va dire aujourd'hui comme ça, en écoutant tout cela, je dis, ce que nous faisons, l'orthodoxie que nous avons appris à travers le temps, que nous avons étudié, c'est illicite. Et demain, je serai dans le licite. C'est comme si j'ai vécu. Et là, ça pose des problèmes, j'allais dire, au-delà du religieux, des problèmes philosophiques. Et donc, pour éviter de soumettre le consommateur algérien, déjà qu'on n'arrive pas à le capter, à le soumettre à des réflexions de ce genre, en présentant la chose, en enlevant ce caractère ou ce générique, ou l'islamique, ou je sais quoi, franchement. Deuxième aspect également que j'estime extrêmement important, nous avons des exemples. Pourquoi c'est l'État, à travers les pouvoirs publics, qui vont intervenir sur un marché pour le réglementer? Nous avons un exemple de la banque Baraka, qui fait les produits islamiques. Nous avons une compagnie qui fait des produits dits islamiques ou je ne sais pas. Laissons le marché qui va être un interlocuteur également pour cet aspect-là avec les pouvoirs publics. Donc, pourquoi aller vers une législation si lourde et avec le risque que ça ne marchera pas? Parce que nous avons testé tous ces aspects-là pour les assurances de personnes. Je me rappelle, j'étais au CNA. Et le premier symposium pour les assurances de personnes, on a essayé de diagnostiquer un petit peu les pistes qui nous permettraient de développer les assurances de personnes. 20 ans après, voilà où on en est. Donc, laissons le marché réagir. Et si les entreprises dites conventionnelles voient que dans le produit,
islamique ou Takafoul est intéressant en termes d'affaires. Ils vont s'y inscrire, ils vont se mettre sur ce projet, parce qu'ils connaissent leurs intérêts, ils vont faire du business. Merci beaucoup, M. Laïch, pour cette intervention si riche et pertinente et complexe en même temps. Je pense, M. Tawfiq Mahi, je suis de la 11e promotion. Là, j'ai deux questions. La première question est relative aux facteurs religieux et au système financier classique. Jusqu'à quel point ou quelle proportion donc, le non-recours au système financier classique est expliqué par le facteur religieux. Il y a une réponse partielle qui a été donnée tout à l'heure. Je crois pour ma part que pour ma part que les facteurs liés à la volonté de transparence, de traçabilité et au fait d'être assujetti aux obligations légales et notamment fiscales justifient dans une large mesure le non-recours au système financier classique et donc peuvent expliquer également le non-recours au système financier islamique. La deuxième question est relative à la question du développement durable qui, comme vous le savez, repose sur le triptyque économique, social et écologique. Donc, je lisais il y a quelques jours de cela dans une publication du Programme des Nations Unies pour l'environnement que ça fait quelques années, à peu près 6-7 ans, plusieurs banques centrales et associations de banques et établissements financiers ont commencé à intégrer dans leurs règles concernant les critères d'éligibilité au financement, les normes environnementales. Sachant que la question environnementale est au cœur de la charia islamique. الإنسان مستخلف في المال ولكنه قبل كل شيء مستخلف في الأرض. ومن غايات الشريعة الإسلامية الحفاظ على النفس وعلى صحة الإنسان. Je crois que le système financier islamique doit être précurseur en matière d'établissement de normes environnementales dans le domaine de la banque islamique. Je vous remercie. Je vais répondre à la première question de madame de l'université de Tizi Ouzou en ce qui concerne un petit peu l'objectif ou bien le segment de la clientèle de la société. Donc le chiffre de 60%, donc ce n'est pas l'étude de Salama, c'était l'étude d'un chercheur qui faisait un travail sur les assurances de Carrefour. Donc qui a fait un sondage sur la base d'un questionnaire adressé à la clientèle de Salama. Le chiffre de 60%, donc c'est un petit peu ce qu'il a collecté comme information, que les clients sont disposés à payer plus cher un produit Takaful puisqu'il est conforme à la charia. Le deuxième chiffre que j'ai communiqué, les 40%, donc ce sont un petit peu les gens qui sont venus à Salama parce que Salama commercialise des produits charia contraintes. Il est évident que le produit islamique n'est pas destiné uniquement aux musulmans. Donc c'est un produit qui a toutes les caractéristiques d'un produit universel. Il est plus accessible à un musulman étant donné qu'il y a une disponibilité puisqu'il y a une conformité avec la charia. Donc le côté éthique. Maintenant, le non-musulman, donc au niveau de la Malaisie, donc les clients de la finance islamique non-musulmans sont beaucoup plus nombreux que les clients musulmans eux-mêmes. Donc, une fois le produit mis sur le marché, il devient un produit comme tous les autres produits. Et maintenant, lors de sa conception, il faut voir vers quelle population il est destiné. Nous sommes en Algérie, 99% de musulmans, c'est pour ça que ce volet, on ne l'aborde pas. Nous avons deux zouj madahib, sunni et ibadi, donc il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais sur le plan conceptuel, un produit est conçu sur des bases qui renvoient à la demande de la clientèle. Parmi la demande de la clientèle, la conformité vis-à-vis de la charia. Donc on ne va pas faire ni de l'idéologie ni autre chose. Maintenant peut-être le choc, le traumatisme des années 90, mais on a marqué par le volet derrière.
Et c'est une vérité, je vais vous dire rapidement, lorsque le dossier de l'assurance TKFL a été soumis au niveau du Conseil national des assurances, moi j'étais présent, c'est Hadj Mohamed il était aussi présent, c'est Hadj Kif Kif, on a fait le tour. Donc on a fait le tour de la table de toutes les compagnies d'assurance et il se trouve qu'on était un petit peu, les gens qui ont travaillé sur la finance islamique étaient le dernier intervenant. Alors moi-même j'étais choqué par l'intervention des uns et des autres. Donc les représentants des compagnies non TKFL, ou les gens qui n'ont pas travaillé sur TKFL, étaient d'une agressivité dans le sens où les gens comprenaient que le TKFL est venu pour annuler tout ce qui est assurance classique. C'est ça notre problème. Nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas des faqih pour faire des fatwas. Donc il y a des grandes écoles. Je viens de dire qu'il y a une école qui dit que l'assurance classique, كاين علماء اللي قالوا l'assurance classique ماشي ما فيهاش صفات تاع التحريم ولكن الجمهور la globalité, la majorité حرمت. Mais ce n'est pas tout le monde qui a dit بلي لا ماشي حلال. Donc انت tu es libre de suivre ce que vous voulez. Maintenant la majorité قالت بلي حلال, la majorité demande ce type de produit. Nous en tant qu'opérateur économique on est là pour répondre à ce produit, mais pour respecter, que ce soit sur le plan éthique ou sur le plan réglementaire, tout ce qui est stipulé dans ce sens. Donc, pour cela, c'est un chiffre, 40-60% disent que nous sommes nous sommes disposés à payer plus cher pour que le produit soit conforme, et 40% égolo bligin al-salama parce que c'est conforme. Le reste, 60% ne l'ont pas dit. Ils ont répondu autrement à la question, je ne me rappelle pas des proportions. Donc ça veut dire que c'est des gens lambda qui viennent à Salama parce qu'il y a une certaine qualité de service, il y a une certaine proximité, il y a une certaine disponibilité sur tous les autres facteurs et les arguments commerciaux qui peuvent être invoqués par n'importe quel client. Donc le produit il est proposé aux citoyens lambda et lui il a le libre choix de le prendre ou pas. Ce n'est pas dans la stratégie de l'entreprise de répondre à un segment de population en tenant compte de leurs convictions religieuses. Donc ça, c'est une réponse claire, nette et précise. Je ne sais pas si je continue à répondre aux autres questions qui sont relatives à l'assurance. Voilà. Je reviens un petit peu encore une fois sur l'intervention de M. Laïch sur le plan de la maîtrise scientifique de la demande. Il est évident, ça c'est un principe universel. On ne va pas s'engager comme ça, les yeux fermés. Maintenant, certains aspects, je viens de dire qu'il y a un chercheur qui était en train de travailler, qui a fait une petite enquête sur la clientèle célèbre. Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle répond à toutes nos attentes sur toutes les questions qui autour de cette question? La réponse est évidemment non. Il y a certaines questions d'une importance capitale qui nécessitent plus de moyens, plus l'échantillon doit être beaucoup plus important, etc. Là, tu trouves la stratégie. Il y a la stratégie d'un grand intervenant, il y a la stratégie où on a demandé l'intervention du pouvoir public pour aider. Et non pas pour dire qu'il faut aller vers tel produit. Ou là, il faut. Donc les pouvoirs publics, le problème se pose actuellement. Nous devons répondre à la question vers quel modèle nous devons aller. Vers quel schéma nous devons aller, vers quel type de décision. Donc il y a un problème, le Sharia Board national. Bon, il y a un consensus, ok, mais il y a certaines questions où nous sommes divisés. Les fenêtres à cache, il faut des sociétés TKFL à 100%. Les fenêtres, pourquoi pas. Donc donnez-nous l'occasion de faire ça. Donc, le problème, c'est que le débat, là où il commence à être lancé, c'est à partir de ce moment où on commence à connaître et à voir les choses en face. Je vous disais donc, c'est un offre, les questions étaient agressives. Qui يحكوا لنا قلنا يا جماعه احنا ما فوقها ما جينا نشرعوا ما جينا نحلوا ما جينا نحاربوا. كاينه une demande, nous devons répondre. Maintenant les compagnies classiques. Si la réglementation de la fenêtre est possible, qu'il fasse une fenêtre, si la réglementation va dire vous devez créer une société spécialisée, si vous voulez le faire, allez-y. Le TKFL ما يحكر على حتى واحد. Donc pour la question la demande elle doit être, mais qui va faire? Qui va le faire? Et avec quels moyens la question se pose. Pour les questions stratégiques, l'intervention du pouvoir public directement ou indirectement est indispensable.
c'est uniquement pour connaître et pour savoir où aller. Ce n'est pas pour faire tout ce qui est opérationnel. La troisième question, donc, qui est relative les facteurs religieux qui influent. Donc, elle ressemble à la première question. Vous avez de la clientèle, il dit par définition, moi, l'assurance haram, l'assurance halal. Donc ça, c'est le facteur religieux, il est déterminant, il est disposé à payer n'importe quel prix. Maintenant, ce n'est pas toute la population, ça ne représente pas toute la population, il y a beaucoup de populations, le reste de la population, celui qui évalue l'offre assurantielle, est-ce qu'elle est optimale, celui qui tient compte du prix, celui qui tient compte de la qualité de service. Donc il y a d'autres facteurs qui influent comme n'importe quel produit. L'erreur à ne pas commettre, ce n'est pas de tomber dans le piège, le produit de la finance islamique, quel qu'il soit, il réside uniquement, il est halal ou haram. Donc, il ne faut pas qu'on reste un petit peu stigmatisé sur ce volet. C'est un produit, comme tous les autres produits, c'est un produit qui doit répondre à un segment de la population. Je ne vais pas dire des termes, donc je vais utiliser les termes marketing. Il y a un segment qui demande un produit, je suis opérateur, je suis là pour le faire. Les actionnaires qui ont constitué la société sont d'accord pour faire ce genre de produit. Qu'ils gagnent, qu'ils perdent, ils ont fait leur calcul. Là, l'analyse préliminaire qui va déterminer la chose. Maintenant, pour le développement donc, durable ou les règles relatives au respect de l'environnement, donc la finance islamique, الشريعة تحافظ على المال، تحافظ على الأرض، تحافظ على l'environnement، على الماء، elle défend la pollution. قبيلة كنت نهضر sur les sociétés éligibles, le placement des compagnies d'assurance. Sachez que les pays qui sont avancés, même le critère de l'économie, l'industrie polluante est pris en compte pour dire donc l'activité est polluante, donc elle n'est pas sharia compliant et il est interdit à la compagnie d'assurance de placer au niveau de ces produits-là. Donc, sur le plan éthique, sur le plan principiel, c'est le produit naturel pour ce volet-là. Maintenant, ce volet-là, en Algérie, que nous sommes en train de faire pour favoriser le développement durable, que nous sommes en train de faire pour développer la protection de l'environnement. Donc là, nous avons un retard, nous avons des problèmes qui sont propres à notre capacité à gérer ce problème. La finance islamique, elle est là, elle est disposée à contribuer positivement, qui met le secteur classique. Le secteur classique aussi peut financer des projets qui rentrent dans le cadre de développement durable avec ses propres outils. Donc, encore une fois, évitons de se stigmatiser halal ou haram. Non, c'est un produit qui respecte un certain nombre de règles, qui doit répondre à une certaine demande de la clientèle. Nous sommes en train de le faire. Maintenant, il faut mettre le cadre réglementaire qui doit assurer la transparence. Il ne faut pas duper les clients. Oui, c'est un produit sharia compliant, alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Donc ça, c'est le rôle du pouvoir public. C'est lui qui est là pour défendre, dans le cadre des assurances, les assurés. L'assuré est une société takaful, c'est un assuré, comme l'assuré est une société classique. Il est de l'obligation des pouvoirs publics, de l'autorité de régulation, de le défendre. Comment le défendre? C'est de veiller à ce que les principes le principe sharia compliant sont respectés. Voilà, je vous remercie. Juste 2 minutes, je vais pas. Juste au complément de ce qui a été dit par M. Rabia, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur parce que je vais parler de deux sujets très techniques, surtout pour l'étudiante de l'université de Moulin-Mabri. Enseignante. Bon, ok. Enseignante aussi. Donc, en fait, c'est des questions, toutes les questions statistiques. Alors, on peut les interpréter comme on veut. Alors, je vous donne un chiffre. Un chiffre pour ne pas, en même temps, c'est une réponse aussi à M. Laïch par rapport à la contrainte du développement de Takaful comme islamique et qu'en est-il du modèle conventionnel? Est-ce qu'on va le rendre non islamique? Alors, il y a un vrai débat par rapport à cette question-là. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans le secteur des assurances, il y a une seule compagnie d'assurance qui offre des produits
Takaful. On les offre depuis 2000, la création depuis 2005, date de création de la compagnie Takaful. Okay. Alors, Salama, j'ai eu aussi à diriger cette compagnie avant que je quitte et être remplacé par M. Benarbia. C'est une compagnie statutairement, est une compagnie Takaful, parce qu'elle fait partie d'un groupe Takaful, islamique. Son nom déjà, Islamic Arab Insurance Company. Alors, la réponse, non, la réponse elle est simple. Alors, la part de marché de Salama pendant des années, juste pour vous dire qu'il y a une dominance du secteur public. Quoique nous vendons à nos citoyens des produits Takaful, quoique le lancement du produit avec une réglementation en place, etc., oui, ça risque de faire tache de huile, ça risque vraiment de prendre part sur le marché, à condition que les autres compagnies, bien sûr, soient statiques. Alors, je vous dis une chose, M. Leich. Vous savez que, comme la banque, M. Haïdar peut témoigner, vous savez que les coûts sont plus importants dans le monde comme Sharia compliant que dans le conventionnel. Très souvent, les produits sont plus coûteux aux consommateurs quand on est dans le modèle islamique que dans le mais parce qu'il y a des règles plus importantes, il y a des restrictions plus importantes pour que le modèle que vous allez suivre soit fonctionnel totalement. Donc en fin de parcours, on se place comme une compagnie financière avec un coût X qui est un peu plus cher, plutôt avec un prix de revient de produit X, un peu plus cher que le monde conventionnel. Donc, du point de vue compétition, donc on a aussi des contraintes de ces sociétés islamiques. Un deuxième point, et je termine, dans les modèles au Maroc par exemple, ils ont trouvé la solution par rapport à l'islamique. Parce que c'est l'islamique qui gêne. Tu dis voilà, c'est une compagnie islamique et l'autre. C'est quoi? Donc c'est un problème effectivement. Donc au Maroc par exemple, ils ont trouvé un concept dans leur législation pour parler du modèle d'assurance alternative. En Tunisie, d'assurance participative. Donc c'est effectivement, il y a matière pour permettre à tout le monde, l'islam ou le taqlidi, il faut que ce soit sur la base d'une réglementation qui favorise les uns et les autres sans discriminer les uns par rapport aux autres. في هذه المنطلقات الدينيه ولهذا يعني كما قلت يعني منهج يعني قانون يعني ما نقدرش نقولوا يعني كنتكلموا على الشريعه حقيقه لما نتكلموا ماليه اسلاميه فيها نوع ما نوع من الاقصاء بمعنى الذين يتعاملوا بها كانوا خارجين عن المله يعني ليسوا مسلمين هذا غير صحيح يعني حتى المسلم قد يرتكب معصيه ويبقى مسلما يعني ماهوش لا تخرج من المله ولكن يعني لما نتكلم مثلا على لا فينانس ايتيك ما نقولوش الناس حاب يقول لا فينانس يعني با ايتيك هذه ايمورال كما نتكلم على فينانس سوليدير معناتها l'investissement solidaire, l'autre investissement n'est pas solidaire. Bon, c'est des appellations techniques qui sont rentrées dans les NAFs, rentrées dans la terminologie bancaire et financière, et surtout à l'international maintenant. Le terme finance islamique est devenu un label pour désigner une certaine façon de pratiquer la banque, de pratiquer l'assurance, de pratiquer les opérations de marché. باش نرجع للسؤال تاع الاخت الاستاذه متيزي وزور effectivement c'est une question technique la réglementation prudentielle il est vrai que les particularités les spécificités de la finance islamique font que elle devrait normalement être soumise à une réglementation prudentielle spécifique. Et c'est pour cela qu'a été créé l'IFSB, Islamic Financial Services, qui est implanté à Kuala Lumpur, pour justement élaborer un peu des normes prudentielles, des règles de gestion des risques, tenant compte des particularités, des spécificités de la finance islamique. À titre d'exemple, en matière de ratio prudentiel, l'IFSB préconise que le ratio, par exemple, de solvabilité, le ratio coût, soit réaménagé pour tenir compte du fait qu'une partie des dépôts des banques islamiques sont des dépôts participatifs, c'est-à-dire les déposants sont des investisseurs et pratiquement des quasi-actionnaires. À ce titre, donc, comme la finalité, en fait, parmi les finalités de la réglementation prudentielle, c'est de protéger les investisseurs, de protéger notamment les déposants des banques, pour qu'il y ait une implication des actionnaires en mesure un peu du niveau des risques qui font prendre
à l'institution. Et du fait que c'est une partie de ces déposants, les déposants dans les comptes d'investissement sont des investisseurs, donc ils concourent au risque. Donc l'IFSB préconise que le ratio soit corrigé par un delta qui fait qu'une partie laissée à la discrétion, à l'appréciation du superviseur de la Banque centrale des risques couverts par des dépôts d'investissement soit soustrait un peu du dénominateur du ratio de solvabilité, pour que donc pour ces institutions prennent plus de risques, ont le droit de prendre plus de risques que leurs corollaires conventionnels, où les déposants sont des créanciers. En fait, ils déposent leur argent à titre de prêt dans l'institution financière. Donc, effectivement, c'est une problématique qui a été posée de manière, je dirais, sur le plan du principe, et certains régulateurs en prennent compte, parce que beaucoup de banques centrales sont membres de l'IFSB, et ont introduit dans le dispositif réglementaire dédié à l'encadrement des activités financières chez la compatible, cette distinction, cette nuance. Ce n'est pas le cas en Algérie, dans de nombreux pays, mais pour moi, je considère que ce n'est pas un problème majeur. Moi, je pense qu'en l'état actuel de l'organisation du marché, du niveau de développement et de maturité des banques islamiques, il serait préférable qu'elles soient astreintes au même régime réglementaire que leurs consoeurs conventionnels, et ça ne pose pas un problème ni de conformité aux principes les régissants, ni une contrainte dans la gestion de ces banques, ou bien au contraire, c'est une façon de protéger et ces banques et leurs déposants. Parce que vraiment, on est en fin de journée. Bon, j'ai juste 4 petites remarques. Sachez que aux États-Unis, on ne considère pas l'activité des assurances comme une activité commerciale. Et là, on rejoint l'approche des fuqaha quant à l'activité des assurances. Et là, je ne vais pas trop m'étaler parce que ça me prendra beaucoup de temps. Voilà. Numéro 2, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, comment dire, نستغلوا حاجة المتعامل الاقتصادي إلى التغطية من كوارث معينة أو من أخطار معينة. On va financiariser ce besoin. C'est du point de vue éthique, c'est pas acceptable. C'est pour cela que la Cour fédérale des États-Unis a émis un arrêt en 1869 et qui est toujours en cours, en vigueur, qui interdit de considérer les opérations d'assurance comme des opérations, ou l'assurance comme une opération commerciale. Deuxième remarque, vite. Le directeur de la Banque islamique de la Grande-Bretagne, IBB, n'est pas musulman. Numéro 3. J'ai été invité à donner une conférence inaugurale au lancement du diplôme d'université à Strasbourg le 21 janvier 2009. Et on m'a demandé le thème suivant, Islam et économie. Je devais présenter pour une audience profane qu'est-ce que l'économie islamique et en d'autres la finance, donc, qui est un sous-ensemble de l'économie islamique d'une manière générale. Et pour convaincre l'audience que l'acte économique dans la conception islamique est universel, j'ai pris 2 exemples. Parce qu'en économie, nous avons le volet monétaire et financier, nous avons l'économie réelle. Je vous pose la question suivante. Ayyam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quel système financier était consacré? Quel système monétaire était consacré? C'était quoi? C'était le bimétallisme. Il y avait le dinar byzantin et le dirham perse. Si. Dinar romi ou le dirham farisi. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé la monnaie? Non, il n'a pas changé. Donc il y a un caractère universel de la monnaie. L'aspect maintenant, économie réelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était client chez un commerçant juif. Vous le savez bien.
Donc il n'a pas dit des juifs, haram ta'amul. Donc là c'était convaincant. Parce qu'il fallait vraiment clarifier cette question. Dernier point, dans finance alternative, finance éthique, finance conventionnelle, solidaire. En Occident, on n'a pas trouvé mieux que le qualificatif d'islamique. Non pas comme connotation religieuse, mais par ses spécificités. Parce qu'il y a toujours une spécificité de la finance islamique par rapport à ces qualificatifs que je viens de dire. Donc c'est un qualificatif universellement consacré. On n'a pas à réinventer la roue. On dit finance islamique, on dit banque islamique, mais sans connotation religieuse. Et c'est pour ça que المنبر نحيي رئيس الحكومة لما قال البنوك الإسلامية tout simplement. Donc alhamdoulilah عندنا التغطية السياسية. Maintenant à nous de bien travailler ce chantier. Wassalam alaikum. Avant d'entamer Le marché financier ou la bourse reste le parent pauvre dans le processus, dans le monde de la finance islamique, mais dans la préparation, pendant la préparation du numéro 1 qui sera mis en ligne dans les prochains 10 jours, notre magazine spécialisé. Je dis spécialisé, mais il sera adressé aux spécialistes et au grand public, puisque ça sera le premier. J'ai rencontré un sujet en préparant le rubrique de notre magazine. Comme les panélistes ont introduit les 3 volets de la finance islamique, il y a le financement du développement. Donc, j'ai trouvé un cas, et ce n'est pas une question, c'est une suggestion, c'est un partage de l'information, surtout que nous avons dans notre présence presque que des spécialistes, des professionnels. J'ai retrouvé un cas très similaire et très important de financement d'un grand projet en Malaisie, similaire au projet des 4000 mégawatts de la production d'électricité en photovoltaïque, qui a été à plusieurs reprises reporté, vu des difficultés de répondre aux exigences très spécifiques d'industrialisation des investisseurs qui doivent participer dans la production et dans l'industrialisation. Les Malaisiens ont un projet presque qui a un volume du double. On a un projet de 4000 MW, les Malaisiens ont un projet de 7000 MW. Ils ont fait appel à un produit qui est d'origine, un produit de la Banque mondiale. C'est un partage, c'est une proposition, c'est une suggestion qui peut susciter le commentaire de M. Benmouhoub et le commentaire de M. Haidar, puisque j'en ai parlé à M. Haidar. Donc c'est un produit de la Banque mondiale qui a été adopté par les Malaisiens. C'est le Green Bonds. C'est les bons verts ou les obligations vertes. Les Malaisiens l'ont appelé les Islamic Green Bonds. C'est des obligations émises par l'organisme chargé de gérer le projet de 7000 MW. C'est énorme. Les spécialistes ici en Algérie parlent avec beaucoup d'importance de notre projet de 4000 MW de production d'électricité propre, donc à partir de photovoltaïque. Les Malaisiens ont un projet de 7000 MW. Est-ce que vous pensez, M. Benmouhoub, qu'on peut proposer à Sonatrach ou à Sonalgaz qui doit détenir 51%, vu qu'on doit respecter la règle des 51-49, donc dans le projet des 4000 MW, il y a Sonatrach ou Sonalgaz doit détenir 51%. Est-ce que vous pouvez suggérer, bien sûr, je parle en tant que citoyen, est-ce que vous pouvez suggérer à Sonatrach ou à Sonalgaz de passer par la bourse pour drainer un petit peu
la liquidité qui est en dehors des banques. Et au lieu que les gens qui vont acheter ces bons prennent des participations dans l'actif, j'ai posé la question à M. Haïdar, il y a une possibilité que ces gens prennent des participations dans la fructification de l'exploitation. Donc, je pense que on considère que la bourse est le parent pauvre en général et le parent pauvre dans le domaine de la finance islamique. Je pense que ce produit, qui est d'origine un produit de la Banque mondiale, qui est le Green Bonds, adapté par la Malaisie sous l'appellation de Islamic Green Bonds, je pense qu'il y a matière à méditer. Merci. Pour parler de son Algaz, elle a fait déjà 2 levées de fonds à travers des emprunts obligataires. C'est ce que nous pouvons émettre pour l'instant. L'idée d'émettre des sukuk, j'ai dit, nous sommes sur ce projet-là, à la condition, bien entendu, que nous puissions le faire sur le plan légal. Et je ne vous cache pas que l'idée des Green Bonds a été déjà traitée lorsque on s'est déplacé avec Monsieur le ministre des Finances à la City de Londres sur cet aspect où une communication sur des cas pratiques ont été présentés. Donc l'idée serait de voir comment pouvoir lever des fonds en émettant des Green Bonds. Alors maintenant classique, mais si la possibilité de le faire sur des sukuk, nous n'avons bien sûr aucune... nous sommes demandeurs de ce genre d'opération. Encore une fois, c'est l'idée de suggérer cela, il faudrait que nous puissions le faire tout en ayant l'arsenal juridique qui nous le permette. Parce que proposer des choses que nous ne pouvons pas concrétiser risque aussi de discréditer davantage le marché boursier qui est déjà en fait qui souffre en fait à émerger. Mais sinon l'idée elle est intéressante à plus d'un titre. Mais il y a aussi d'autres aspects que nous avons déjà suggérés sur des financements qui pourraient être faits par la bourse sur beaucoup de projets, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans tous les secteurs. Il y a énormément de possibilités. Reste, comme je l'ai dit encore une fois, est-ce que le produit puisse être mis en place, autorisé sur le plan légal. Monsieur. Un peu sur le même. Faut être pour rester un peu sur le même, disons sur le même siège d'idées, moi j'aurais aimé que le panel aborde aussi cette problématique de sous. Sous quel angle? D'abord parce que, à mon sens, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais à mon sens, ça reste un instrument qui est inévitable pour l'industrie de la finance islamique, un instrument de financement, de refinancement pour les banques, mais aussi surtout pour les compagnies d'assurance islamique, vu les obligations, les règles disons, prudentielles des compagnies d'assurance. Elles ont besoin de sukuk souverains. Le gouvernement en a parlé tout récemment, donc il y a même une disposition qui a été introduite dans la loi de finances. Je ne sais pas si elle a été retenue dernièrement ou pas, mais en tout cas, moi à mon sens, c'est un instrument qui est très important pour le financement des compagnies, des institutions financières islamiques, mais aussi pour une levée de fonds, comme M. Khadri vient de le souligner, pour le financement des grands projets. Notamment, je pense qu'il y a eu déjà, M. Haïdar avait déjà proposé la structuration d'un financement en partant de sukuk pour financer de grands projets tels que le projet du port de Cherchal ou un autre projet. Et je ne sais pas, moi, votre avis par rapport à cet aspect-là, de sukuk, qui pour moi reste un instrument indispensable et incontournable pour l'industrie. Et merci. Le marché algérien, la finance islamique, mais comme le temps ne permet pas, je voudrais juste intervenir sur la question que vous avez posée auparavant sur le financement de l'immobilier, étant donné qu'il ne s'est pas développé comme produit de financement islamique. Il y a le problème de compétitivité. Donc on a en contrepartie des produits qui sont financés, qui sont proposés par les banques conventionnelles et qui sont bonifiés. On parle de l'immobilier
qui est bonifié à des taux à 1%, on parle des crédits d'investissement aussi qui sont bonifiés. C'est pour cela que les gens ont tendance à solliciter les crédits bonifiés à la place des crédits islamiques. C'est pour les statistiques, je laisse ça pour une autre prochaine. Comme moi, Les financements, les crédits charia compatibles ne sont pas éligibles au taux bonifié. On peut bonifier un loyer dans le cadre de leasing, donc ce sera un loyer moindre que paiera l'opérateur économique et la différence sera prise en charge par le trésor public au même titre qu'un crédit Moulabaha. Ça ne pose pas de problème, sauf que les conditions d'accès pour la bonification de crédit immobilier, on exige que le portefeuille soit assuré, la totalité du portefeuille soit assurée auprès de la CGC, la caisse de crédit immobilier. Je ne sais pas si cette condition existe toujours, c'est ça qui freine un peu l'accès, enfin l'utilisation de ces bonifications par les banques islamiques. Donc, إذا كتسمح لي جملة برك على الملاحظة تاع سي سفيان، حقيقة ما تكلمناش على الصكوك، الوقت ما كفاش والأسئلة كانت موجهة وجهة أخرى، ولكن حبيت نقول فقط احنا نشتغل مع سي يزيد وسي حكيم بالراح تاع لجنة عمليات البورصة بعض المتعاملين أنه محاولة إصدار صكوك خاصة في شكل يعني سندات المساهمة لي تيت بارتيسيباتيف هذوما يسون بريفي دون الكود دو كوميرس كما قلتوا انه الاشكال الكبير باش اصدار الصكوك هو غياب الاطار القانوني الاساس القانوني كان اقتراح يعني تعديل القانون التجاري حتى يدرج ضمن السندات او القيم لي فالور اللي يقدر تصدرها شركات مساهمه يعني قيم تستند الى اصول حقيقيه تجسد اصول حقيقيه وليست ديون. في انتظار هذا التعديل في القانون التجاري يمكن استعمال سندات المساهمه اللي تيت بارتيسيباتيف مع بعض التحويض اللي ممكن لجنه عمليات البورصه تتساهل فيه لاعتبار جزء لان سندات المساهمه هي سندات يمكن تصدرها شركات مساهمه لاجل يعني 5 سنوات او تحديدها الشركه على انه تسديدها يكون بعد تسديد السندات العاديه يعني الدائنين العاديين هما سي دي تيت سوبوردوني. دونك المشكل هذا هو يمكن اعتبارها يعني في حاله وجودها فقط يعني هي الوحيده اللي تصدرها الشركه يمكن تعتبر كسندات عاديه والجزء الثابت يساوي السقف تاع العائد تاعها لا rémunération fixe est égale à zéro, il ne reste que la rémunération variable. Je pense qu'il faut faire un peu d'innovation, un peu d'ingénierie pour rendre ce produit à la fois conforme à la législation et à la réglementation de la COSOB et en même temps conforme aux principes de الشريعة. الاقتراح الثاني هو السندات السيادية قائمة على أساس تسكيك حق المنفعة حق الانتفاع c'est-à-dire la titrisation de l'usufruit d'une infrastructure publique, étatique, pour permettre donc à l'État de reprendre en leaseback ce droit, cet usufruit, et en même temps respecter les préceptes de Sharia et rendre l'opération flexible et réalisable, aussi bien pour l'État que pour les éventuels investisseurs. Merci. Si Yazid Sahidat Ibrahim surtout à mon nom et au nom du bureau de l'association, je vous remercie donc d'être venu aujourd'hui, de participer à ces deux panels. Les panels étaient un peu encombrés avec ce nombre important d'idées, de process, de procédés financiers, etc. Je passe rapidement la parole à notre président. Donc, merci beaucoup. Merci, professeur Thia, de votre intervention. Donc, ainsi s'achève cette journée d'études qui nous a permis de voir l'étendue de ce procédé des finances islamiques et leurs caractéristiques, ainsi que donc, les manipulations délicates qu'il faut apporter donc, à notre appréhension de la chose, car la conduite du changement est un aspect délicat et pas facile à opérer, surtout par rapport à des pratiques qui sont ancrées en nous, donc en matière des finances qui sont pratiquées aujourd'hui. Nous remercions vivement nos panélistes pour la qualité des interventions, donc c'était du haut niveau. Et nous remercions aussi l'assistance pour les questions pertinentes qui ont permis de rehausser c'est-à-dire l'apport informatif sur la chose. Nous remercions vivement donc aussi nos sponsors qui nous ont permis de réaliser cette journée qui s'est passée dans des conditions que nous espérons acceptables et même au-delà. Donc nous comptons sur vous pour votre feedback. Donc lorsque nous allons parachever le lancement de notre site,
Donc nous vous invitons pour prendre vos avis, qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qu'il faut renforcer comme aspect dans notre présentation. Nous avons distribué le 3e numéro de notre revue qui est édité aujourd'hui, donc c'est du frais, c'est très frais. Cette revue, c'est un numéro spécial concernant la finance islamique. Nous avons vu l'étendue et le spectre des produits qui pourraient être mis sur le marché. Et donc c'est notre 3e numéro et nous allons bientôt éditer un 4e. Donc nous comptons énormément sur vos contributions par des articles personnalisés. Donc vous allez nous envoyer. Nous n'avons pas de différenciation. C'est vrai que la plupart des articles proviennent des IFIDAR, mais c'est-à-dire nous acceptons même au-delà de ce cercle, nous ne sommes pas une secte quand même. Donc tout ce qui peut apporter une valeur ajoutée en matière d'avancement, de projet, donc est le bienvenu. Il sera édité et aura sa place d'honneur dans notre revue. Et par ailleurs, donc nous allons dans notre plan d'action mettre en place, donc instituer un prix qui en mémoire de notre ami défunt Morad Emzert, donc le prix Morad Emzert qui sera décerné dans des conditions, les conditions générales de son attribution, nous allons les travailler parce que ce n'est pas évident. Ça récompensera l'article qui sera le mieux valorisé par les lecteurs. Nous allons voir donc les modalités de son attribution, mais c'est-à-dire que ça reste, donc on va perpétuer la mémoire de notre ami qui a été le fondateur de l'association et son premier président. Et pour finir, donc on remercie l'administration, donc à commencer par le président, directeur général de la CNEP, ainsi que le personnel qui a veillé au bon déroulement de la journée, donc pour leur apport qui a été vraiment salutaire et qui nous a permis donc d'organiser ça dans d'excellentes conditions. Et je vous remercie. Très bien.